Alors, avec cette heure précise du cours consacré à ce qui figure dans notre programme sous le titre de l'itinéraire dans l'absence, nous abordons une thématique quelque peu particulière. Il nous revient aujourd'hui de commencer et autant que possible d'épuiser dans cette heure et demie à peu près un examen de la pensée occidentale face à la mort. Il est certainement présomptueux, pour ne pas dire naïf, d'assumer, de présupposer pareille tâche sérieuse, je dirais, mais en même temps, elle est inévitable. Et ce qui, donc, nous oblige à ne pas manquer ce jalon au long de notre parcours, c'est de toute évidence l'importance que la philosophie occidentale présente d'emblée dans l'ensemble de la culture pour une réflexion sur le problème de la mort. Ceci est parfaitement banal, je dirais, à force d'être trop évident. Ce qui rend aussi quelque peu particulier ce thème précis est le fait que nous aurons en quelque sorte à passer en revue un domaine assez connu, très connu même, fortement exploré, jalonné, constitué. Il s'agit de susciter devant nous les grands moments de la pensée philosophique occidentale, ce qui, pour intéressant, pour obligatoire que ce soit, ne manquerait pas d'être aussi quelque peu fastidieux. N'empêche que, et avec cela, commençons donc de réfléchir quant à la place précise de ce thème, n'empêche que cela se justifie fortement. Il est, disions-nous tantôt, inévitable de reconnaître la marque de la philosophie occidentale dans toute réflexion un peu plus poussée sur la mort. C'est un des lieux, et parmi les plus déterminants dans notre condition culturelle et moderne, que la problématique générale de la mort a été accueillie et recueillie depuis le commencement de cette tradition philosophique. Elle l'a accompagnée tout au long, de façon que la part de la philosophie occidentale dans la problématique générale de la mort est tout simplement immense, aussi étendue que la pensée humaine, historique, elle-même. Selon un autre angle de vue, cette tradition philosophique occidentale nous impose de la considérer avec attention, puisqu'elle a inscrit tout au long de son devenir, non pas une problématique abstraite, mais surtout, aussi et surtout, l'histoire concrète, souvent tragique, souvent sûre d'elle-même, de l'être, tout simplement de l'être humain. Plus loin, on peut dire, la philosophie occidentale, malgré les apparences et malgré une certaine réputation qu'on lui fait souvent, ne s'est jamais cantonnée à l'intérieur d'un
d'une tour d'ivoire quelconque ou d'une enceinte préservée. Elle a souvent, sinon toujours, pris sa place dans l'arène du combat, divers, confus, immense, de l'homme. Donc, les doctrines, les écoles, les courants philosophiques que nous allons susciter quelque peu aujourd'hui devant nous représentent autant de moments d'une, on peut dire, d'une recherche grandiose, tragique aussi, comment serait-il autrement, où l'effort philosophique est venu à donner sa contribution, infléchir parfois les axes de recherche, ouvrir des pistes nouvelles, fermer malencontreusement parfois d'autres routes qui s'ouvraient devant l'homme. De toute façon, elle est constitutive de notre univers moderne dans l'ensemble culturel, social, historique aujourd'hui, mais ce qui plus est, et là nous ferons particulièrement attention, ce qui plus est, même dans notre condition de croyants personnels ou des membres de grandes époques ou structures de croyance, nous ne sommes pas toujours conscients d'une certaine présence d'éléments de philosophie qui vient, eux aussi, marquer, parfois orienter à leur façon, souvent altérer ou modifier l'horizon strictement défini et reçu de la foi révélée. Il est peut-être de connaissance unanime la définition que beaucoup de philosophes, depuis des siècles, voulaient attribuer au christianisme en tant que platonisme du peuple. Ceci marquait bien sûr une certaine méconnaissance du christianisme en soi. Il est de toute évidence excessif et personne ne s'y remettrait plus aujourd'hui, de vouloir réduire le christianisme à une forme quelconque de platonisme, mais par ailleurs, ceci peut être utile, précieux et certainement significatif quant à la façon d'incorporer d'une façon souvent à demi consciente, pas tout à fait inconsciente, d'incorporer dans notre comportement de croyant des catégories ou des valeurs qui viennent d'ailleurs et qui viennent précisément de l'horizon philosophique. Il y a donc dans notre thème d'aujourd'hui également un aspect d'analyse critique, si vous voulez, qui pourrait aider chacun d'entre nous à sa façon à une sorte de prise de conscience lucide, de distinction quant à ce qui, à l'intérieur de notre structure et de notre attitude de foi, relève vraiment de la foi ou relève encore une fois, d'une assimilation plus ou moins heureuse des fragments de recherche ou de pensée proprement philosophique. Ceci, dans l'ensemble, pourrait constituer donc une justification de ce chapitre inévitable à l'intérieur d'une réflexion sur la mort. Nous allons donc le parcourir autant que possible en survol rapide, car il y a le restant de notre cours qui nous attend,
et qui mérite davantage, encore une fois, dans le devenir d'ensemble de notre recherche, mérite davantage notre attention, notamment le chapitre suivant où nous allons aborder ce que nous sommes convenus d'appeler le mystère même de la mort. Il était aussi obligatoire de terminer notre quête qui avait commencé par les premiers pas dans l'en-deçà de la mort, avant de frôler la limite vers son au-delà, donc de le terminer de cette façon souveraine, si l'on peut dire, avec une reconnaissance et une connaissance aussi de la pensée philosophique occidentale. Si vous voulez, on pourrait guider quelque peu notre recherche en la distribuant sur plusieurs paragraphes. Le premier paragraphe se réfère au commencement, pas seulement commencement historique, mais aussi commencement intellectuel, ou, si l'on prend un terme quelque peu plus technique, commencement noétique, on peut dire, c'est-à-dire ce surgissement de la conscience de la mort au niveau supérieur de l'intelligence qui s'appelle le niveau noétique. Ce n'est pas seulement une connaissance logique ou psychologique, mais elle pousse ses racines là où l'intelligence s'articule avec l'âme, avec la totalité de l'être même, et ça s'appelle en terminologie philosophique le noétique, ce qui donne une vision, si vous voulez, de l'essence toujours en tant qu'élément de connaissance. Et là, nous retrouvons, pour notre Occident à tous, qui s'étend aujourd'hui sur le lit du monde, nous retrouvons les origines grecques. Et on peut commencer d'emblée par nous interroger et reconnaître également, avec cette interrogation, nous interroger sur le sens de ce titre que nous avons choisi, Itinéraire dans l'absence, et reconnaître comme d'entrée de jeu, dans ce titre, une sorte de marque de destin indélébile qui ne s'efface pas jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, on sait, on le savons tous, pour peu qu'on ait traversé quelques leçons dans une quelconque école, nous savons tous que la pensée occidentale et donc le destin occidental de l'homme commence à une date relativement précise et nettement situable dans l'histoire, à peu près au 7e siècle avant notre ère, lorsque, soudainement, sur l'arène du monde, dans ce vaste tumulte, jusque-là encore confus de l'humanité, dans cette partie du monde assez inapparente que nous appelons la Grèce aujourd'hui, qui s'étendait un peu moins sur sa partie continentale, contemporaine, mais qui s'étendait un peu plus sur les côtes de l'Asie mineure, l'antique Ionie. Ce groupe des gens qui ne constituait pas un État, à peine une nation, certainement une ethnie, se met à pratiquer avec sérieux, voire même passion, un sport nouveau, si j'ose m'exprimer ainsi, à part les sports traditionnels de la guerre, de l'art, de la religion, ou de la chose publique, ce que nous appelons politique, ça vient toujours d'eux. Une entreprise nouvelle, pour être quelque peu plus sérieux, qui s'appelle la pensée philosophique. Autrement dit, la pensée autonome. Une reprise en charge de tout cet ensemble du monde qui était distribué, rapidement dit, comme nous l'avons
mentionné jusqu'ici, sur art, religion, poésie, choses publiques, lois, ainsi de suite, tout ceci, donc, doit désormais rendre compte de soi-même, devenir conscient et se justifier à l'intérieur de cette conscience par une activité nouvelle qui s'appelle la pensée philosophique et qui s'articule tout entière autour de cette découverte dont nous héritons jusqu'aujourd'hui tous, tout le monde, le logos, qui est à la fois parole claire, cohérente, pensée claire, cohérente. Or, et ici, nous atteignons peut-être un endroit moins visible dans les manières, dans les façons traditionnelles de présenter la philosophie, mais qui nous intéresse particulièrement pour quant à ce que nous sommes en train de voir. Or, le tournant, un des tournants, pour être modeste, les plus décisifs de cette nouvelle apparition de la pensée philosophique prend place précisément par rapport à la mort. Jusque-là, bien sûr, il ne s'agit pas de dates aussi chronologiquement nettes et délimitées comme celles dont nous sommes habitués aujourd'hui dans les journaux et les mass-médias, qui nous indiquent à la seconde près une rencontre politique ou l'apparition d'un livre ou un événement quelconque, n'est-ce pas? Mais on reste à l'intérieur quand même des événements, d'un ensemble d'événements historiques très concrètement repérables. Jusque-là donc, jusqu'à peu près au 7e siècle avant notre ère, à l'intérieur de cette zone grecque de la pensée, le fait de la mort constituait, bien sûr, pour l'ensemble de l'humanité, une donnée pas seulement familière en tant qu'événement, mais une valeur centrale quant à sa vision du monde dans l'ensemble, du divin, du cosmos et de l'humain. Et on peut dire, en forçant quelque peu, étant vu la rapidité de notre survol, on peut dire que jusque-là, l'homme s'acheminait dans la mort. Non pas l'itinéraire avait lieu dans la mort, face à la mort, et non pas dans l'absence de la mort dans son ombre. Voilà ce que nous voulons dire, à peu près. C'est que toute la tradition pré-philosophique, si vous voulez, grecque ou occidentale désormais, avait, quant à la mort, une sorte de connaissance qu'on pourrait appeler expérimentale ou symbolique. Elle est reconnue aujourd'hui encore dans de nombreuses autres strates de l'humanité, partout, mais davantage dans certaines sociétés traditionnelles, non pas nécessairement dans les sociétés dites primitives ou archaïques, mais dans des sociétés traditionnelles de notre espace européen, où ces immémoriales coutumes se transmettent et vivent encore, tout comme elles auraient dû être reconnues, elles ne le sont peut-être pas autant qu'il le faudrait, à l'intérieur des communautés des croyants. Mais ça, nous le verrons la fois prochaine, Inch'Allah. Pour l'instant, donc, retenons, et c'est important pour notre thème, et c'est peut-être important pour le destin de l'humanité en général, que jusqu'à l'apparition de la pensée philosophique constituée, autonome, sûre d'elle-même, voire dominatrice, un peu plus tard par rapport au reste du monde, l'homme s'acheminait directement face à la mort lorsqu'il s'agissait d'en rendre compte. Il y avait ce qu'on appelle, et ce que je suppose tout le monde connaît, les religions à mystère, les rites
initiatiques qui existent encore, qui se sont quelque peu estompées, beaucoup estompées dans nos sociétés modernes, ou qui y surgissent d'une façon dénaturée. Lévi-Strauss, par exemple, c'est pas un oracle, mais c'est une référence parmi d'autres, dans une sorte de testament spirituel ou intellectuel, ou si vous voulez une conclusion globale de toute son œuvre. Vous voyez de qui je parle, Lévi-Strauss, n'est-ce pas? Claude Lévi-Strauss, un grand ethnologue, anthropologue contemporain, qui est encore professeur au Collège de France, disait que pour lui, les crises multiples et multiformes du monde moderne, qui sont condamnées à peser encore, peut-être jusqu'à sa dislocation, dit-il, sur notre monde, s'expliquent en grande partie par une terrible erreur d'option, dit-il. Nous avons manqué cet extraordinaire instrument de continuité et de confiance dans la vie et la réalité qui s'appelle les rites initiatiques, les rites de passage. Nous aurons à voir ça dans la prochaine fois. Mais vous voyez un peu ce dont il s'agit. Vous savez que dans les sociétés traditionnelles, et ça subsiste sous des formes dont on en a perdu le sens, mais subsiste jusque dans les sociétés modernes, le passage de l'être personnel à l'intérieur d'une communauté, le passage significatif d'une étape de vie à une étape ultérieure, est marqué par des rites qui l'initient, qui lui donnent une connaissance personnelle, vivante, sérieuse, capable d'être assimilée. C'est une sorte de consécration, d'investiture, si vous voulez. Toute proportion gardée, c'était l'investiture de chevaliers ou d'autres fonctions naguère dans la société occidentale, à tel point que par la suite, il se sent parfaitement à l'aise, en connaissance des choses par rapport à la communauté où il entre, et capable de prendre sa part à lui de responsabilité dans sa communauté. Les rites de passage, par exemple, les rites de puberté, vous savez l'importance que cela a, et toutes les confusions et les recherches que notre société moderne, à la fois trop libérale, trop pudibonde, trop confuse, trop autoritaire, trop relâchée, cherche encore pour retrouver un succédané, un substitut à ce rite de passage. Un autre rite de passage, celui du mariage, par exemple, ou celui de l'encadrement dans un travail, dans une fonction. Finalement, le dernier rite de passage, et quel passage? Celui de la mort. Vous voyez donc, les religions à mystère, ou les rites initiatiques, si vous voulez, représentaient une sorte d'itinéraire face à la mort, non pas dans l'absence de la mort, c'était dans la présence de la mort. On avait la possibilité, traditionnellement, de figurer et de moduler, comme on module une mélodie, n'est-ce pas, de moduler l'insertion de l'être personnel à l'intérieur d'une communauté, encore une fois, dans ce mystère ultime de la mort. Ceci se faisait à l'intérieur des cérémonies qui gardaient un caractère discret, sinon secret, mais d'où l'être émergeait, sortait, avec un sentiment de connaissance et de confiance quant à son destin total, y compris le dernier acte de ce destin qui s'appelait la mort. Nous allons voir, d'après les données et les recherches exceptionnelles qui ont été faites depuis des siècles et des siècles sur ce thème, nous allons voir très brièvement et pauvrement la fois prochaine dans quelle mesure ces rites
initiatique ou ces religions à mystère, n'est-ce pas, autant qu'ils nous soient connus et accessibles, et ne le sont en grande partie, ont marqué effectivement un certain style de vie, un certain style de spiritualité et un certain type de civilisation. Or, ce qui se passe maintenant, donc à cette époque située à peu près au 7e siècle avant notre ère, ce qui se passe, c'est que l'homme grec, si vous voulez, c'est pour ça que nous parlons d'origine grecque, accomplit une sorte de rupture. Pas seulement une rupture involontaire, à la suite d'une sorte de transformation générale, graduelle ou catastrophique du milieu historique et culturel. Mais il prend une option délibérée, une option lucide, qui va s'accentuer de plus en plus et devenir effectivement ce que nous appelons pensée philosophique. Cette coupure représente elle-même une sorte de passage, mais un passage qui se veut radical et qui s'accomplit dans une sorte de rejet de ce qui était avant. On pourrait dire, en jouant un peu sur les mots, que c'était une première crise de modernité dans l'histoire de l'humanité. On n'en connaît pas d'autres de cette ampleur. Et elle est décrite très rapidement comme le passage du mythos au logos, du mythe, mythos, mythe, n'est-ce pas? Le mythos étant précisément cette première vision totale, globale, et en même temps expérimentale, parce qu'elle comportait tous ces rites, tous ces mystères, donc un exercice pratique d'entrée par initiation dans l'univers du mythe, n'est-ce pas? Du mythos, on passe au logos. Et c'est pas seulement qu'on passe, mais ensuite le logos s'emploie à supprimer, à mépriser, d'accord, mais à supprimer de plus en plus tout ce qui représentait encore de présence mythique, à tel point que le terme, jusqu'à peu près dans notre temps, à notre époque, lorsqu'il est en train de subir une redécouverte en avant, non pas en arrière, vers ce qui vient, n'est-ce pas? Le mythe était devenu un terme quelque peu péjoratif dans la culture occidentale, pas quelque peu, mais très péjoratif, assez péjoratif donc. Alors, ceci étant fait, le logos, qui est désormais le lieu, le centre et la justification de la pensée philosophique, et qui marque ce que nous avons appelé les origines grecques, mais encore une fois, grec ici, s'étend au-delà de la définition actuelle de la Grèce. C'est un style d'être, c'est une nouvelle forme de l'être humain que les Grecs ont porté le premier, n'est-ce pas, pour l'Occident. Alors, ici, la pensée grecque, le logos grec, se situe radicalement en deçà de la mort. Il refuse, et tout ceci est nettement vérifié, connu, dit, étudié, tout ce que vous voulez, nous ne faisons qu'en donner des conclusions, il refuse, pas seulement lucidement, mais avec une certaine attitude, encore une fois, de conscience de soi, d'autonomie, qui ne manque pas, si on avait à la qualifier, de grandeur tragique. C'est d'ailleurs le moment où surgit la tragédie grecque également. Il refuse de croire, d'accepter, plus exactement, qu'on puisse entrer dans ce mystère de la mort tout en gardant le logos éveillé
nous dirions aujourd'hui, tout en gardant raison, c'est-à-dire en critiquant, en vérifiant, en voulant soumettre à l'épreuve ce que la raison s'était constituée elle-même comme le critère du réel tout entier, nous venons de le dire, n'est-ce pas? Le logos se refuse donc d'admettre cette ligne antérieure de pensée et de vie, cette tradition immémoriale qui disait l'être humain peut s'acheminer pas seulement vers la mort qui se fait de toute façon de manière naturelle, mais face à la mort, entrer de son vivant même par une sorte d'exercice symbolique équivalent dans le royaume de la mort afin de s'en familiariser, de s'instruire. Je peux m'instruire même sur ce mystère ultime. Je ne peux pas le vaincre par moi-même, mais je peux me familiariser avec lui. Vous voyez la différence qui est assez capitale. C'est un lieu de rupture fondamentale qui, en quelque sorte, là aussi, en poussant quelque peu à la limite nos paroles, distingue pas seulement deux manières de penser, de réfléchir, mais deux versants du destin de l'homme. Avec le logos, la pensée philosophique se détourne de ce qu'elle considérera comme l'autre monde, et d'ailleurs, faut-il le dire qu'on entend cela chaque jour, il ne faut pas se penser à l'autre monde, se diriger vers l'autre monde, n'est-ce pas? Il faut penser à ce monde-ci, ainsi de suite. Vous connaissez tous, n'est-ce pas? C'est un lieu commun. Pour se consacrer, donc, ce logos grec, cette philosophie, la philosophie occidentale, pour se consacrer de plus en plus à la prise en charge et à la transformation en conscience de ce monde-ci, le seul sur lequel la raison, l'intellect, si vous voulez, peut avoir une emprise incontestable, sans abdiquer elle-même de sa propre souveraineté. Nous sommes là, donc, à un point fascinant, passionnant même, dans tous les sens du terme, du commencement de la philosophie en tant qu'itinéraire dans l'absence de la mort. Elle s'est elle-même interdit de regarder la mort, de prendre la mort au sérieux, avec le sérieux de la tradition antérieure, qu'on pourrait appeler, enfin, de la tradition antérieure, disons. De la tradition religieuse, si vous voulez, au sens très large du terme. Mais en s'acheminant elle-même dans cette absence de la mort, qui représente donc une sorte d'option délibérée de destin, il n'a pas fallu longtemps pour elle-même, pour la philosophie occidentale désormais, de se rendre compte du fait que cette absence de la mort n'était pas un exorcisme, une conjuration de la mort. La mort, pour autant, n'en était pas moins toujours là. Cet itinéraire dans l'absence, comme nous l'avons appelé ici, était aussi un itinéraire à l'ombre de la mort. À tel point que, en nous retournant à l'exemple et à la réflexion de Lévi-Strauss, on pourrait dire, tout comme, toute proportion gardée, la société contemporaine, moderne depuis plusieurs siècles, a éliminé cette transmission initiatique, indépendamment de toute autre qualification, cette transmission de vie et de savoir de personne à personne, pour la remplacer par un apprentissage impersonnel où chaque être recommence pour lui-même l'apprentissage de la vie en bénéficiant bien sûr d'une somme objective, matérielle de connaissances qui se trouve dans les livres, dans les bibliothèques, dans les films aujourd'hui, je ne sais pas quoi, mais qui ne lui
suppléent pas cette connaissance intime, vivante et vécue qu'une transmission initiatique donne. On peut dire, par analogie, donc, que cette option d'un itinéraire dans l'absence de la mort, loin d'avoir conjuré la mort, l'a rendue en quelque sorte présente là où on ne s'y attendait pas, dans un ensemble de comportements, des catégories, des valeurs du monde de l'homme, que vers la fin, donc à peu près à l'époque contemporaine, depuis un siècle, la philosophie occidentale, et c'est un autre de ses mérites, si on peut parler de cette façon engagée, la philosophie occidentale est en train de redécouvrir cette présence de la mort sous des formes que même les anciens ne soupçonnaient pas, puisque leur monde était assez différent du nôtre, et pour cause. Par exemple, je vous donne un exemple pour fixer les idées, bien anticipant sur ce que nous allons voir en ce temps et lieu. Par exemple, le concept de l'angoisse. Vous savez que c'est un concept philosophique cardinal. Il a été formulé philosophiquement par un grand penseur, Kierkegaard. Le concept de l'angoisse s'intitule un de ses livres, n'est-ce pas? Alors qu'il était tel quel philosophiquement impensable, au sens propre du terme, antérieurement. Ce n'est pas l'effroi, ce n'est pas l'angoisse, nous anticipons. Ce n'est pas la frayeur, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le tragique, ce n'est pas le drame, c'est autre chose qu'il a fallu à la philosophie occidentale de repenser vers l'autre bout, à l'autre bout de sa courbe par rapport aux origines grecques. Bien. Alors, voyons un peu maintenant, et nous allons, ça peut paraître naïf et se l'est en quelque sorte, n'est-ce pas, de vouloir parcourir, cavaler comme ça, à travers la philosophie occidentale depuis ses origines à nos jours, en prenant quand même quelques tournants. Et j'en suis sûr, ici, je vais plutôt rappeler des choses que vous connaissez déjà, en grande partie, mais en les éclairant d'une lumière peut-être un peu plus révélante. Voilà donc le logos grec surgit avec ce qu'on appelle les présocratiques, les penseurs d'avant Socrate. Toujours 7e siècle à peu près, 7e, 6e siècle. On peut distinguer deux catégories pour ce qui nous intéresse parmi ces penseurs. La première catégorie, qu'on appelle aussi les physiciens, mais pas comme les physiciens de nos jours, c'était ceux qui réfléchissaient, qui se mettaient à dégager la raison à partir du cosmos, de la nature. Physis veut dire nature en grec. Héraclite, par exemple, parmi les plus connus, on laisse de côté, on ne fait pas un cours exhaustif de philosophie. Héraclite d'Éphèse, en Asie mineure. Une autre classe, si vous voulez, parmi les présocratiques, prolonge à l'intérieur d'un langage et d'une activité philosophique, prolonge l'antique tradition, disons religieuse au sens générique du terme, afin de lui donner plus d'audience et de la répandre davantage, toujours par une activité qui est à la fois d'enseignement et d'initiation. Parmi ceux-ci, c'est pour fixer les idées, on ne les nomme pas tous, Pythagore, que tout le monde connaît, à tel point philosophe qu'il a inventé même une table de multiplication. À tel point philosophe et donc penseur, mathématicien, mais aussi un esprit très mystérieux, d'après tout ce qu'on sait de lui, certainement initié à tous ces mystères, surtout à cette tradition qui s'appelle orphique. Ça vient d'Orphée, le nom. Vous savez que Orphée, qui était Orphée dans la mythologie, n'est-ce pas? C'était précisément celui qui était descendu aux enfers.
C'est très intéressant, n'est-ce pas? Pour chercher quoi? Son âme. Eurydice, n'est-ce pas? C'est très beau. Et qui enchantait les pierres, les bêtes féroces. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Il y a un opéra, plusieurs, même opéra de Gluck, n'est-ce pas? Mais il y a le Orphée de Monteverdi, on a perdu, qui est un des morceaux de musique les plus ravissants au sens premier du terme, ça vous ravit, Monteverdi. On en a perdu la plupart, mais on en garde quelques comme Ariane. Bon, alors, Orphée, donc, il y avait des rites initiatiques, orphiques, des mystères orphiques, dont nous gardons des fragments directs et des témoignages indirects chez les philosophes et chez les historiens de l'époque, mais qui sont d'origine, ça on ne le sait pas, mais cette Grèce continentale était en grande partie, pour parler comme aujourd'hui, au moins à 80%, tributaire des religions à mystère asiatiques, de l'Asie mineure notamment. Adonis, les cultes d'Adonis, on sait au moins ça à cause du Liban et de ses sources, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus sérieux. Alors, Dionysos, vous avez entendu parler, qui se rattache au rite orphique, aux mystères orphiques. Et n'oublions pas, n'est-ce pas? Nous allons voir ça la fois prochaine. Les mystères orphiques étaient rattachés précisément à ce qui nous intéresse ici, l'itinéraire dans la mort. Le cheminement, non pas dans l'absence de la mort, mais à l'intérieur de ces mystères de la mort, d'une façon symbolique, mais aussi d'une façon, je répète, expérimentale, non pas uniquement pensée abstraitement. C'est clair ce que je dis. Donc il y avait ces deux classes parmi les philosophes présocratiques. Les physiciens, comme on les appelait les physiciens, parce qu'ils pensaient encore à partir du cosmos, et les initiés, les mystiques, les orphiques, comme Pythagore par exemple, qui prolongeaient la tradition religieuse, au sens large, je répète. Qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes des modernes, nous avons besoin de comprendre un peu de par la situation dans le réel, et autant qu'on puisse en juger. Ce 7e siècle avant notre ère représente une première rupture des niveaux. Le monde qui jusque-là était plus ou moins encadré du point de vue politique par de grandes unités impériales, vous les connaissez, Égypte, la Syrie, je ne sais pas quoi. Du point de vue culturel, il y avait une certaine unité également qui permettait, beaucoup plus qu'aujourd'hui, aux gens d'opérer un passage de leurs propres références religieuses ou culturelles à celle du peuple étranger où ils allaient. C'est pour cela qu'on pouvait faire l'équivalence entre les dieux respectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Athènes, Minerve, Junon, Héra, je ne sais pas quoi, Jupiter, Zeus, ainsi de suite. C'est des exemples déjà un peu grossiers que je donne. Mais vous voyez dans quel sens le monde représentait encore fondamentalement une sorte d'unité de sens qui est en train de se briser historiquement à cause des mouvements, des grands mouvements politico-militaires, aussi à cause de ce que nous commençons à comprendre depuis peu de temps, puisqu'on enseignait autrement l'histoire il n'y a pas si longtemps, à cause des révoltes sociales, la prise de conscience de certaines classes qui étaient, on sait très bien que l'Égypte n'était pas cet empire monolithique et statique, mais il était secoué de révoltes permanentes de la part des esclaves, de la part des paysans contre les classes possédantes, ainsi de suite. Bref, quelque part, sur les côtes de cette Ionie, Asie mineure, qui s'appelait Ionie, c'est pour cela qu'en arabe jusqu'à aujourd'hui on appelle les Grecs Yunan. Yunan, ça vient de
cette Ionie. Vous voyez, Ionie, c'était la côte de la Turquie aujourd'hui, vers la mer Méditerranéenne. Éphèse, vous voyez, où se trouve Éphèse, Smyrne, Izmir aujourd'hui, ainsi de suite. Bon. Émergent quelques esprits qui constatent, et ça c'est très important pour nous, qui constatent, qui saisissent et qui posent cela en pensée, ce qui pour nous semble, bien sûr, semble banal, mais qui là aurait dû avoir plus d'effet, pas tout de suite, mais à la longue, que les explosions atomiques à notre époque, nous y étions déjà un peu préparés, constate le changement. Le monde n'est pas immobile, donc il n'est pas solide physiquement et moralement.